Okay. 1, 2, 3. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Vomit Express. I'm going down with my suitcase pain. C'est un moment, bien sûr, c'est un moment de la littérature, c'est un moment curieusement très localisé et en même temps très internationalisé. Donc c'est dans ce sens-là que ça m'a intéressé. C'est aussi un moment de l'histoire littéraire particulier parce que je pense que les écrivains de la Beat Generation peuvent aussi bien être jugés comme de très grands écrivains que comme des écrivains médiocres. Et les gens ne se privent pas d'ailleurs de juger de ces façons-là paradoxales. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé cette période-là. Puis en outre, c'est San Francisco, qui est une ville dans laquelle j'ai vécu, que j'aime beaucoup, et puis c'est la littérature américaine que j'aime également beaucoup. On est dans une période de mise en perspective de la Beat Generation, d'historicisation, disons, de la Beat Generation. Qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils représentent pour nous, voilà, quelle est leur place réelle. Bon, il y a eu le film à partir de Sur la route, il y a eu le scroll de Sur la route qui a été exposé dans le monde entier, promené comme une sorte de curiosité. Bon, il y a quelque chose comme ça, on est dans un moment de lecture, de relecture en tout cas, de cette période-là. La France est une fabrique d'Amérique. Que ce soit le cinéma hollywoodien, revu, recadré, réincarné, réorganisé différemment, rehiérarchisé, voilà, ou que ce soit la littérature américaine, il y a une fascination française pour l'Amérique et pour ses productions. Je crois que ça sera une évidence du siècle dernier. Hein. C'est depuis Faulkner et même avant, il y a eu cette espèce de fascination. Et cette passion, qui était une passion miroir pendant très longtemps, hein. Il ne faut pas non plus, bon, quand même, Hemingway, tout ça, c'était des gens qui étaient des fous de la France, des fous de Paris, bon, il y a eu une sorte, il y a un échange culturel absolument évident entre les deux. Hein. Donc c'est simplement ça que je souhaitais constater. Il y a incontestablement un lien très puissant entre la littérature américaine et la critique française, ou les lecteurs français. Qu'à voir aujourd'hui le nombre incroyable de littérature américaine traduite en France, c'est qu'il y a une demande, sinon ça ne marcherait pas. Donc il y a une fascination réelle. C'est sûr que j'aurais eu beaucoup plus de mal à créer un écrivain français qu'un écrivain américain. Parce que l'outillage n'est pas le même. Et donc, je pense que même, probablement, je ne l'aurais pas fait avec un écrivain français. C'est parce qu'il y a un autre univers d'écriture complètement radicalement différent, qui n'a rien à voir et qui ne met pas en jeu les mêmes choses. Donc, ça, c'est à peu près sûr. En plus, c'est un ailleurs, pour moi, accueillant, donc intéressant. Non pas que je ne suis pas du tout un fou d'Amérique, mais c'est un ailleurs que je connais, donc c'est à la fois étranger, ça le sera toujours, et puis un peu apprivoisé. Donc il y avait ce côté-là, comme ça, dans le personnage, et ses paysages. Ce sont des paysages que je partage avec lui. C'est une tension qui est un peu bipolaire. Il y a un moment de l'histoire de San Francisco où San Francisco était quelque chose de très étonnant, en fait, très modélisant pour la vie de l'univers. Et puis cette tension d'un Paris qui n'est plus le Paris qui a vécu aussi ça, qui a été aussi cette incarnation-là, qui a fasciné la Beat Generation.
d'une certaine façon, qui a fasciné la littérature américaine. Mais ce Paris qui disparaît et qui est un peu incarné par le personnage qui ressemble à Jean-Pierre Léaud, que j'ai mis dans le livre, et qui est là, qui est Germain, qui incarne ce Saint-Germain-des-Prés, livré au fric, à la fringue, et abandonné de tout esprit du lieu, de tout génie du lieu. Et donc c'est pour ça que j'ai tenu à opposer un petit peu, à mettre en tension ces deux lieux, qui ont été deux lieux dans lesquels le génie a soufflé à un moment très, très, très précis de leur histoire. Et c'est pour ça que j'ai voulu cette espèce de polarité. Bien entendu, c'est être au bon endroit au bon moment et participer à ça et être l'héritier d'un moment historique. Être au bon moment, au bon endroit, c'est une sorte de rêve idéal pour tout artiste ou pour toute personne rêvant de l'être. Donc il y a ça. Et donc bon, ben voilà, la Beat Generation, ils étaient à San Francisco au bon moment. Et ils ont rejoint Jerry Garcia, les Grateful Dead étaient là aussi au bon moment. Et puis à Paris, le moment de Ma maman et la putain, c'était un bon moment pour le quartier latin, pour Saint-Germain. Donc voilà, c'est ça. Et c'est cette espèce de conjonction d'astres qui fait que l'histoire de la littérature s'écrit comme ça. Elle ne s'écrit pas du tout universellement à tous les endroits du monde à la fois. Elle peut s'écrire faite par quelques-uns dans un endroit précis, à un moment précis, et qui va lui donner un rayonnement mondial. C'est vraiment tous les personnages célèbres, et particulièrement les grands sportifs, et particulièrement Jacques Anquetil, sont des mythes. Il n'y a pas de... Alors là, vraiment, le travail est très semblable, d'une certaine façon. Certes, Jacques Anquetil a existé, il n'y a aucun doute, hein, mais le personnage qu'on a fabriqué à partir de lui, qui a été fabriqué par aussi bien ceux qui racontaient ses courses que ceux qui ont essayé de raconter sa vie, le personnage n'a absolument rien à voir avec la réalité. Et je crois que c'est ça qui est aussi intéressant. Là, il s'agissait d'un travail d'enfance, c'est plus un travail d'adulte. Mais qu'est-ce que l'enfant fabrique avec un personnage qu'il admire, qui peut être un sportif, généralement c'est un sportif, mais ça peut être aussi un artiste quel qu'il soit. Mais comment se fait la fabrique, là aussi, du personnage? C'est là qu'on commence le travail d'élaboration des personnages, le travail de l'imaginaire, le travail de la magnification. Les gens sont partisans de ceci, de cela, contre ceci, contre cela, les polydoristes, les anquetillistes, ces espèces de luttes comme ça, éternelles, pour des personnages totalement imaginaires, évidemment. Bon, ce qu'on sait d'eux, les hommes, objectivement, c'est des gens qui faisaient du vélo et qui allaient un peu plus vite que leurs camarades. Voilà, bon, ça n'est pas en soi. Ce qui est extraordinaire, c'est la fabrique qu'on met autour, et ces millions et ces millions de pages qu'on va mettre autour d'eux, ces millions de photos, ces millions d'heures de films et tout ça, qui vont opérer sur les personnages. Alors on peut faire ça avec des personnages très complexes, comme des écrivains, des poètes, puis on peut faire ça avec des personnages un peu moins complexes, et dont la réalité est un petit peu plus, disons, approchée que, jamais approchable, mais approchée. Donc voilà, c'est le même boulot. Créer un personnage d'écrivain, c'est s'exposer à des attitudes très très différentes. Par exemple, j'ai écrit un livre qui s'appelle Un rocker de trop, où j'ai créé un guitariste de rock'n'roll imaginaire qui n'existait pas. Il y a un article de rock et folk que j'ai inventé, enfin le personnage n'existait pas. Bon, le personnage n'existait pas et personne ne m'en a fait grief et personne n'a pointé particulièrement le fait qu'il n'existait pas. C'était un personnage. J'aurais pu faire un boucher, un chirurgien ou une charcutière, que ça aurait été exactement la même chose. Un écrivain, ça n'est pas pareil. Si vous fabriquez un écrivain,
et que vous lui donnez simplement les attributs d'un écrivain, c'est-à-dire des critiques, c'est-à-dire des livres d'histoire, des biographies, un parcours, des textes, des citations, enfin, ce qui fait simplement la vérité d'un personnage, d'un seul coup, quelque chose se met à trembler qui n'est pas tout à fait ordinaire. Alors, par exemple, l'article du Monde de Niels Hall, qui est un article formidable, mais il titre sur le truc, enfin il y a quelque chose, quoi, c'est truqué. Hein. Alors qu'on ne dirait jamais ça si j'avais fait un joueur de flûte. La question ne se poserait même pas. Bien sûr que c'est truqué, c'est un personnage. Et tous les personnages sont des trucs. Et donc là, il y a quelque chose, une tension particulière, comme si un écrivain devait être plus plein de réalité que toute autre forme de personnage. Et donc, en ce sens-là, c'est intéressant. Et ça peut aller assez loin, d'ailleurs même parfois très loin, puisque beaucoup de mes lecteurs n'ont jamais mis en doute l'existence de Jason Murphy. Certains même m'ont avoué avoir déjà entendu son nom et être prêts à le lire, ce qu'ils n'avaient pas pu faire jusqu'ici. Donc il y a quelque chose comme ça. Et les deux postures m'intéressent. Et je n'ai pas du tout de préférence ou quoi que ce soit, ou de reproche, ou de moquerie, quoi que ce soit. En aucune façon. Je trouve que c'est aussi formidable que de croire, dur comme fer, à l'existence de Jason Murphy, qu'au contraire de démonter la mécanique et de dire, ben non, en fait, j'ai bien regardé, il n'a pas existé. Et donc j'ai semé un certain nombre d'éléments de trouble. Il y a des poèmes de lui qui circulent sur Facebook, il y a un article du Wikipédia sur lui, donc tout ça fait partie de l'entreprise romanesque elle-même. Et aujourd'hui, on a des outils nouveaux, donc il faut pouvoir les utiliser de cette façon-là. Donc il y a quelque chose comme ça d'un enjeu particulier lorsque le personnage est un écrivain. La première chose, c'était qu'il fallait que ce soit un nom crédible en américain. Donc ça, c'était la première contrainte. La deuxième, c'est que je tenais à ce qu'il y ait Jason dedans parce que c'est la toison d'or, bien sûr. Et que bon, voilà, ça me paraissait, voilà. Et puis Murphy, peut-être à cause du principe de Murphy, j'en sais rien. Plus sûrement parce que le nom m'est apparu comme étant un nom possible. Voilà. Je ne l'ai pas élaboré autrement que ça. Une chose est sûre en tout cas, c'est qu'il n'y en a pas eu d'autres. Quand je l'ai eu trouvé, il n'était pas en compétition avec un autre nom possible. Oui. Il sait toujours, dès le début, et ça fait très longtemps que j'avais ça dans l'esprit, et donc dès le début, il s'est appelé Jason Murphy. Oui, il a créé une sorte d'ambiguïté comme ça. D'une certaine façon, je suis comblé aussi bien par ceux qui croient à mon mensonge qu'à ceux qui le dénoncent. Bon, évidemment, certainement que ça jette un trouble critique et qu'il y a beaucoup de gens qui n'y sont pas allés, critiques qui n'y sont pas allés, en se disant « aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'il est en train de me cuire, je vais me faire taper sur les doigts, je vais raconter des conneries, donc gardons une distance prudente. » Donc c'est certainement, voilà, j'aurais pu faire une petite préface en disant « voilà, c'est un écrivain imaginaire, etc. » C'était pas mon objectif. Donc ça m'a certainement coûté un peu. En matière de réception critique, c'est sûr. Ça m'a coûté un peu. Mais en même temps, c'était mon projet. Donc il y avait un risque qui était inscrit dans le projet, je l'ai pris. Il y avait un risque critique, oui, je sais. J'ai pas du tout fait ça pour ça. Hein. C'était pas du tout mon objectif. Mais je savais bien qu'il y aurait un risque critique. D'ailleurs, la preuve est faite. Oui. Qu'il y avait un risque et que beaucoup ne l'ont pas couru. Beaucoup de... Ouais, bon, mon livre n'apparaît dans aucune liste de prix. Il n'était pas non plus dans les listes qui sortent fin août en lisant les grands livres de la rentrée, à part dans l'UMA, où Lebrun a joué le jeu jusqu'au bout. Mais bon, voilà. Alors après, il y a eu l'article de Niels Hall dans Le Monde qui a décontracté un peu tout le monde. Parce qu'il disait clairement que tout ça était du bidon. Et donc, si Le Monde l'avait dit, c'était que... Mais c'était un peu tard à ce moment-là pour la critique.
chaque livre a une histoire, et c'est sûr que la critique, aujourd'hui, il faut faire vite, ils font vite. Hein. Les gars, ils font vite. Donc c'est là où je dis, il y a intérêt à avoir un pitch. Et là, il n'y a pas de pitch. Là, celui-là, si on ne le lit pas, c'est compliqué. Et donc voilà, mais ça fait partie du métier, hein, on le sait. On sait qu'il y a des livres qui sont plus risqués que d'autres. Voilà, en termes non pas de compte, mais en termes de promotion potentielle ou d'ouverture potentielle à la critique. C'est un défi, donc. Oui, mais alors que c'est un livre qui ne fait que parler de leur travail. Ouais. C'est un livre qui leur est complètement destiné. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le travail critique? À tous les étages de sa destination. Là, aussi bien de la critique journalistique qu'universitaire. Qu'est-ce que c'est que la critique? Et à quoi elle sert, et qu'est-ce qu'elle élabore, à quoi elle participe, et vraiment, c'est un livre normalement qui est fait pour les critiques, qui leur parle directement, entre quatre yeux. Et donc il y a quelque chose comme ça, mais c'est drôle, c'est intéressant. Bien sûr, il est absolument certain que le livre aujourd'hui est plus grand que le livre. Et que la littérature peut s'ébattre de façon tout à fait différente en dehors du papier, en dehors du livre, ce qui ne signifie ni la mort du livre, ni l'absence d'avenir pour le livre, pas du tout, du tout. Mais on voit bien comment on peut travailler de façon différente. Bon, n'exagérons rien, j'aurais pu mettre des poèmes de Jason Murphy dans la NRF, hein, ou feu la NRF, où j'aurais pu les mettre dans le magazine littéraire, j'aurais pu faire un article dans Encyclopédia Universalis, ça aurait été plus difficile. Mais en tout cas, faire une petite fiche pour tel ou tel dictionnaire un peu complaisant. Donc on peut imaginer des choses. Ça aurait été un peu plus difficile à mettre en œuvre. Aujourd'hui, ce sont des choses très faciles à faire circuler, à faire bouger. Donc on peut jouer un petit peu là-dessus. Et je pense que, évidemment, les modes de lecture et les modes d'écriture changent sous nos yeux. Et donc on a là une évolution qui est une évolution, à prendre comme telle, en profiter. Il faut en profiter. Et moi, je suis content de pouvoir donner à mon roman une petite hernie du côté de Wikipédia, une petite hernie dans Facebook, tout ça pouvant faire l'objet éventuellement d'une postface lors d'une édition en livre de poche. Et il y a toujours, comme ça, cette espèce de dialogue du texte avec lui-même. Puis en plus, ça, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse personnellement, qui me passionne. Et ce côté de... C'est une des questions que pose le livre, d'ailleurs, c'est qu'est-ce que c'est que l'élaboration du fait littéraire? Qu'est-ce que c'est que la littérature? Comment on participe et qui est partie prenante dans l'élaboration du fait littéraire? Donc, en me mettant à l'extérieur de mon livre, j'élabore déjà une stratégie de communication par rapport à son contenu, par rapport à ses lecteurs. Donc, il y a une sorte d'échange comme ça, un peu farceur, un peu drôle. C'est une sorte de préfiguration d'écriture sur l'ordinateur. D'ailleurs, la possibilité d'écrire dans une sorte de continuité, vous pouvez très très bien sur votre ordinateur ne pas le profiler en format page et y aller. Le scroll est devenu une sorte de pratique ordinaire de l'écriture, ce qui était présenté comme une chose extraordinaire avec le grand travail de collage, etc., etc. Bon ben voilà, aujourd'hui ça devient une forme ordinaire d'écriture. Donc tout ça bien sûr se tient, se touche et essaye de donner en même temps que j'invente un personnage, je le localise dans une époque très précise, j'essaye d'analyser un tout petit peu ce que l'écriture est en train de subir et comment elle est en train de se transformer, d'évoluer, et qu'est-ce qu'il pouvait y avoir d'ailleurs de prémonitoire dans la façon... Cette écriture comme ça, c'est assez Facebook d'une certaine façon, hein, de partir comme ça en voiture et puis chaque jour de balancer un peu d'informations sur son parcours, et tout ça au bout du compte va faire un livre. Il y a quelque chose d'assez particulier.
Qu'est-ce qui peut arriver de mieux à un écrivain que d'un seul coup sortir de lui-même pour continuer à être ce qu'il est? Donc c'est formidable. D'abord, moi j'étais content d'écrire un peu en anglais, j'étais content d'être dans cet univers de langue-là, et puis de créer comme ça une bibliographie. C'est une sorte de régal, d'une certaine façon. Hein. Alors, on peut guère imaginer personnage plus enthousiasmant à créer que celui d'un écrivain lorsqu'on est écrivain soi-même. Je n'ai pas écrit à la Ginsberg. L'écriture de Ginsberg, c'est une écriture au long souffle. Et j'explique que Jason Murphy a le souffle court. Dans sa prose, il est plus essoufflé que Kerouac, et dans sa poésie, il est plus essoufflé que Ginsberg. Donc, il a un ton un petit peu particulier, un peu différent. Donc, je n'ai pas pastiché. Bon, en revanche, disons que les sources d'inspiration sont des sources d'inspiration très évidentes. C'est la route, c'est Dieu, c'est l'alcool, c'est les filles. Bon, voilà. Donc, on est là dans un univers assez en cohérence avec la période et avec, disons en gros, l'inspiration beat. Oui, si vous voulez, je pousse un petit peu à l'extrême ce qui se passe pour tout écrivain. Tout écrivain est évidemment le contraire de l'homme qu'il est dans l'imaginaire collectif. Lorsque l'imaginaire collectif, les fabricants, la fabrique de la littérature s'empare d'un écrivain et s'empare d'une œuvre, pourquoi celle-là, pourquoi pas celle-là, le fait même déjà d'élire Proust plutôt que Duhamel, par exemple, je ne sais pas, ou peu importe, il y a déjà l'idée d'élaborer une légende, de construire quelque chose. Je suis certain que le Proust dont nous parlons tous et sur lequel nous écrivons, à n'en plus finir, idem pour Rimbaud, n'avait absolument rien à voir avec les personnages qu'ils étaient. Donc là, j'ai poussé ça jusqu'au bout, puisque je donne vie et légende à un personnage qui n'a pas existé. Il y a cette espèce de travail légendaire comme ça, qui opère sur tous les écrivains. Alors, de façon encore plus radicale, évidemment, lorsqu'il n'a pas existé, mais c'est pour ça aussi que je mets à côté de lui la figure de Louise Labbé, sur laquelle travaille l'amoureux de la petite Madeleine. Il travaille sur Louise Labbé parce que voilà précisément une poétesse extrêmement le contraire de la Beat Generation, très mesurée, très petite, avec une œuvre minuscule, d'une tension exceptionnelle, mais dont on n'est pas vraiment sûr qu'elle a existé. On sait qu'elle a existé, mais on n'est pas vraiment sûr qu'elle est l'auteur de son œuvre. Rien ne vient véritablement le confirmer. Un peu comme Molière, comme Shakespeare. On arrive là dans des zones comme ça, qui sont des zones qui m'intéressent, qui sont les zones de l'élaboration du fait littéraire. Et c'est pour ça que le professeur Chantier, lorsqu'il parle à Madeleine, lui dit qu'il serait bien extraordinaire d'abandonner aux seuls écrivains le champ de la littérature. La littérature est une œuvre qui vient s'ajouter aux œuvres, leur donnant une autre dimension, une autre nature, les dénaturant ou les renaturant, peu importe. Hein. Mais la littérature est un fait collectif, est une œuvre collective. Et elle commence avec les critiques journalistiques, la critique universitaire, les libraires, les bibliothécaires, les lecteurs, in fine. Donc tout ça élabore la littérature, hein, qui est une sorte d'œuvre collective. Alors il y a une partie de cette œuvre qui est consensuelle. Il viendra à l'idée de personne de dire que Victor Hugo n'est pas un grand écrivain. Bon, et puis à la périphérie, ça entre, ça sort, ça part, ça revient, et ça se débat, ça discute. Pour certains, oui, pour certains, non. Donc il y a là une sorte de construction, d'une énorme construction imaginaire, qui est la preuve que le réel ne suffit pas aux hommes. C'est peut-être la différence avec les animaux, on peut se poser la question. Mais le réel ne suffit pas aux hommes. Et d'aussi loin qu'on remonte dans l'histoire des hommes, il y a cette espèce de flot de textes, d'images, de chansons, de peu importe, mais il y a cette espèce de flot d'imaginaire qui circule comme ça. Et donc voilà, ce besoin-là est un besoin qui est un besoin humain essentiel.
Il y a les deux attitudes, il y a deux attitudes possibles, parmi les milliers d'attitudes possibles, mais il y a elle est possédée par son sujet. Elle est possédée par Jason Murphy, qui la touche, qui la rejoint, qui est là, qui a une présence charnelle, qui est vraiment très très fortement... alors qu'on a l'impression au contraire que Christophe, pour Louise Labbé, il l'a peint. Elle est à distance. Ce sont des postures, c'est l'incarnation de quelques-unes des postures possibles dans cette espèce de fabrique imaginaire de la littérature, qui est que voilà, on peut aimer passionnément un écrivain de façon quasi amoureuse, ou au contraire l'aimer de façon intellectuelle et froide, ou l'analyser, le décortiquer, ce qui sera un peu plutôt l'attitude du professeur Chantier, ou on peut aussi l'aimer pour faire de l'argent, ce qui serait l'attitude de Meunier, l'éditeur, qui lui voit dans cette espèce de roman inédit de Jason Murphy une occasion extraordinaire de gagner beaucoup d'argent. Le livre, c'est le livre de mes métiers. C'est dans ce sens-là que c'est un livre qu'on peut considérer comme autobiographique, alors que rien dans le récit ne laisse à penser qu'il l'est. Mais c'est que c'est le livre de mes métiers. J'ai été étudiant, bien sûr, de littérature, j'ai fait une thèse, j'ai été professeur, j'ai été éditeur, et j'ai été éditeur de tous les côtés, aussi bien de côté de la direction littéraire que de la direction générale, donc avec des soucis à la fois de texte et des soucis d'argent, bien intégrés. Donc voilà, si vous voulez, il y a cette espèce de, comme ça, de volonté de revisiter un peu des choses que j'ai pratiquées, que j'ai connues, que j'ai faites avec amour, avec passion. Il a fait un poème qui est un poème qui fait problème. Hein, il a fait un poème sur le modèle des morales élémentaires de Raymond Queneau. Il se trouve que les morales élémentaires de Queneau datent de 1975, que la forme a pu être connue quelques mois plus tôt dans la NRF où il avait publié, ou les cahiers du chemin, la NRF je crois, quelques premiers poèmes selon cette forme. Et là, il y a un texte de Jason Murphy qui est paru là-dessus, que Harry Matthews a cité dans la revue L'Arc, et en fait il s'avère que c'est un faux. Ça peut arriver aussi. Tous les textes qui circulent ne sont pas absolument pas approuvés et tamponnés. Donc voilà. Alors là, il se trouve que celui-là, apparemment, c'est un faux. Donc il y a du vrai, il y a aussi du faux. Donc quand on crée un personnage comme ça, ben oui, je lui ai mis des poèmes vrais qui sont ses poèmes, et puis il y en a un qui n'est pas son vrai poème, qui devrait amener à réfléchir aussi sur ce qu'est un vrai écrivain. Mais je ne sais pas, c'est pas oulipien au sens traditionnel du terme, au sens où une contrainte opérerait, mais à coup sûr c'est potentiel. Donc c'est une exploitation d'un potentiel possible de l'imaginaire. Si je regarde bien, je constate par exemple que Hervé Le Tellier, dans son dernier roman Electrico W, a créé un personnage qui s'appelle Jaime Montestrella, qui lui a publié un livre, puisqu'il a obtenu le prix de l'humour noir avec, que Jaime Montestrella est aujourd'hui traduit en grec, en italien, en plusieurs langues. Donc il y a une sorte de mouvement vers ça. On pourra même dire d'une certaine façon que Jaime Montestrella a connu plus de succès peut-être que Electro W lui-même. Donc il y a ça, oui. Alors donc en ce sens-là, c'est vrai que les oulipiens sont sensibles à ça. Ça fait partie d'un questionnement normal de l'imaginaire qui est une des questions qu'on se pose en permanence. C'est quelles contraintes se donner pour augmenter un petit peu la production littéraire ou la différencier en tout cas. Donc oui, en ce sens-là, on peut dire qu'il y a une idée oulipienne derrière tout ça. Enfin, ça n'est pas le Oulipo strict, où François Le Lyonnais le considérait. Seulement, moi je pense plutôt à Marc Chantier, qui traduit l'américain, qui est le traducteur et l'introducteur de Brotigan en France, qui est
un très cher ami, et un formidable traducteur, un traducteur de Willa Cather, tout ça. Et donc j'ai pensé à lui, mais on peut tout à fait penser aussi on peut penser à n'importe quel professeur de haut rang, enfin de ces grands profs comme ça, ces professeurs de première ligne, quoi, disons, voilà, n'importe lequel fera l'affaire. Oui, elle est une figure de la lectrice et aussi de la chercheuse. Tous les lecteurs ne sont pas obligés d'avoir ce tempérament-là. Il y a des lecteurs qui sont des lecteurs de consommation et qui sont des lecteurs bienheureux, et ça c'est formidable. Elle a quand même un autre projet. Elle doit faire son défi. Et donc ça n'est pas rien. Et si elle pouvait agrémenter son défi d'un roman inédit de Jason Murphy, elle aurait majoré sa note immédiatement de façon très très considérable. C'est pour ça qu'elle va à San Francisco, c'est pour ça qu'elle s'investit dans cette histoire-là. Chacun a quelque chose à gagner à Jason Murphy. Chacun espère quelque chose de Jason Murphy. Donc ça peut être à brève ou longue échéance, ça peut être pour des raisons strictement honorifiques, personnelles, ça peut être aussi pour l'argent, donc tout le monde a à gagner d'un bon écrivain. Donc c'est un petit peu ça l'idée, c'est cette idée comme ça d'une appropriation collective de l'œuvre de Jason Murphy pour des raisons qui sont des raisons tout à fait paradoxales et qui reflètent un peu la diversité des lectures possibles. Pourquoi lit-on un auteur? Comment? Qu'est-ce qu'on lit quand on lit? Qu'est-ce qu'on a lu avant? Qu'est-ce qu'on lira après? Ça, ce sont des portes ouvertes, mais il n'empêche que c'est bien là que ça joue. On dit toujours la littérature est en crise. Non, non, pas du tout, pas du tout. Elle est le lieu de la crise même. Donc c'est ça, c'est cet endroit précis où s'élabore le mentir vrai, le vrai mensonge, le faux mensonge, le gros mensonge, le petit mensonge, et la grosse réalité, la petite réalité, tout ça. Bien sûr, c'est à cet endroit-là, hein, c'est à cet endroit précis que les femmes et les hommes mettent en jeu leur connaissance du réel, ou leur imaginaire du réel. Et c'est aussi un lieu licite du mensonge. Il n'y a pas de le contrat moral n'est pas le même que au tribunal ou dans la réalité. Le contrat moral n'est pas le même. Le contrat du mensonge n'est pas du tout le même. Et donc là, c'est un endroit, un lieu où on peut mentir et où on doit mentir. Et donc les étages de ce mensonge sont des étages subtils et très très nombreux. Et il y a là, comme la valeur s'introduit à l'intérieur de tout ça, les choses deviennent extrêmement confuses. C'est pour ça que Chantier, lorsque la première fois que Madeleine vient lui annoncer qu'elle va travailler sur Jason Murphy, l'attrape au dernier moment pour lui dire « Et n'oubliez pas que c'est un mauvais écrivain ». Et que sortant de là, elle prend un verre avec le Jean-Pierre Léaud de service qui lui dit « Oh, quel écrivain extraordinaire, c'est le plus grand de tous ». Et voilà, elle est là. Elle est au milieu avec ça. Et donc de ça, il va falloir faire sortir une forme de vérité qui sera la vérité de son désir, de son goût, de sa connaissance des choses. Et donc voilà, on est là à un point précis qui est vraiment un point de crise. Et un point de crise féconde, parce que c'est de cette crise-là que va jaillir la littérature elle-même. Donc c'est pas rien.